Élevez tous la tête et regardez le monde en face. Je ne suis pas coupable. Malgré tout mon désespoir, je n'ai jamais courbé la tête. Je ne la courberai pas jusqu'à mon dernier souffle. Ainsi s'adressait au juré le capitaine Albert Dreyfus, injustement condamné pour haute trahison à la détention à perpétuité et déporté à l'île du diable devant la face du monde. Et pourtant, Dreyfus n'a jamais cessé de clamer son innocence. Mais devant la détermination, l'obsession de la justice militaire, entièrement soumise à l'état-major de le condamner, il lui aura fallu 12 ans pour faire reconnaître son innocence. 12 ans d'un inlassable combat dans lequel la Cour de cassation, dans son rôle gardien des libertés individuelles, a dû faire preuve de résistance face aux pressions politiques, aux manœuvres de déstabilisation, au déchaînement de la presse, à la violence des foules, au délire nationaliste, aux haines antisémites, en opposant l'état de droit à la raison d'État. Elle déjoua ainsi le complot d'une partie de l'armée, les machinations, les mensonges, les trucages et les faux commis par les accusateurs de Dreyfus. Comme le fait remarquer avec amertume, 150 ans plus tard, le premier président de la Cour de cassation, Guy Canivet, dans cette affaire Dreyfus, 12 longues années séparent l'injustice volontaire, l'ignominie de la justice militaire, de la réparation enfin proclamée par la justice ordinaire. C'est fort de tout cela que j'entends associer ma voix à celle des partisans d'une justice équitable, d'une justice indépendante, d'une justice d'engagement, d'une justice avant tout soucieuse et respectueuse des droits et libertés de tous, pour exprimer toute mon indignation. D'abord en tant qu'homme, ensuite en tant que citoyen, et par-dessus tout, partisan d'un monde juste et de vérité, devant cette décision du tribunal militaire de Niamey, malgré les insuffisances de preuves matérielles pourtant établies, d'entrer en voie de condamnation au risque de nous servir une autre affaire Dreyfus. C'est ainsi que, sur la base des fragiles allégations présentées contre les accusés par le président de la République lui-même, dans un discours à la nation du 17 décembre 2015, dans lequel il laissait entendre qu'une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et à son intégrité physique venait d'être déjouée, les juges militaires ont prononcé hier, 26 janvier 2018, à Niamey, des peines d'emprisonnement allant de 5 à 15 ans contre 9 des 12 personnes inculpées, parmi lesquelles le chef d'état-major de l'armée de l'air et son fils, dont le tort serait vraisemblablement cette filiation, plusieurs compagnons d'infortune, ainsi que des personnalités civiles, notamment de l'opposition. Il convient en effet de faire remarquer le caractère inique de ce procès totalement à charge. Faut-il aussi relever l'ambiguïté de la décision du tribunal militaire? La ferme volonté de justice partagée nous commande en effet de mettre ce procès en pleine lumière et de lui restituer son caractère équitable. De ce fait, l'absence de voie de recours de cette décision du tribunal militaire, notamment l'appel, constitue une violation grave des droits de la défense. À tous égards, le fondement juridique de cette décision est attentatoire aux libertés individuelles garanties par notre Constitution. Comme l'ont relevé les avocats de la défense, une question préjudicielle de constitutionnalité était indispensable dans ce procès. Pourtant, force est de constater qu'en dépit des dispositions pertinentes de l'article 132 de la Constitution
qui prévoit, je cite, toute personne partie à un procès peut soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction par voie d'exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de 30 jours. Qu'on lise clairement les dispositions de cet article 132 de la Constitution. Elle impose avec rigueur un comportement aux juridictions. Malgré cette obligation constitutionnelle, ce n'est pourtant pas la voie suivie par le tribunal militaire, qui, nonobstant l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats de la défense, est passé outre pour continuer le procès et déterminer une sentence. Ce qui a d'ailleurs provoqué une juste et proportionnelle réaction du bâtonnier de l'ordre des avocats du Niger qui appelait les juges au respect des dispositions constitutionnelles. Ces faits démontrent clairement et établissent sans concession le caractère unique de ce procès, vraisemblablement à charge. Parce que la justice est une garantie ordinaire due à chaque citoyen. Parce que, pour reprendre l'expression du président Kanivé, le pouvoir de justice, lorsqu'elle se donne les moyens juridiques, intellectuels et techniques, est capable de dominer les affaires les plus monstrueuses, de parvenir à la vérité, de juger en toute conscience, avec une claire mesure de la portée de ces décisions. Parce que les magistrats doivent contribuer par leur courage, par leur impartialité, par leur force morale, par leur engagement et par la clarté de leurs décisions à faciliter l'œuvre glorieuse de la République et sa marche ascendante vers le progrès et la liberté, en invoquant en tout lieu et de tout temps la vérité contre l'erreur. Il est alors permis d'espérer. L'arrêt du 12 juillet 1906, cet arrêt qui, 12 ans après, reconnaissait enfin l'innocence de M. Dreyfus, pourtant abandonné, pourtant jeté à la vindicte populaire. Cet arrêt nous enseigne une chose, c'est que la justice doit considérer l'homme. Elle doit le considérer et l'entendre, parce que la violence d'État faite à Dreyfus nous a permis, sinon nous enseigne une chose. Elle nous enseigne la souffrance et le combat d'un homme. Elle nous enseigne aussi la souffrance et le combat d'une famille. Combat pour le respect des droits de la défense, combat pour revendiquer les droits des détenus, combat pour lutter contre l'arbitraire, combat pour la dignité d'un homme fut-il condamné. Et face à ces désirs de justice, devant cette décision, cette mascarade de procès expéditif du tribunal militaire de Niamey, la Cour de cassation est la seule qui dispose du poids et de l'autorité nécessaires pour permettre la réalisation d'un procès au cours duquel toutes les garanties, tous les droits de la défense seront garantis. Donc un procès en somme équitable. C'est à cette seule condition que l'on pourra espérer éviter que ne soit substitué à une tentative de coup d'État présumé un coup d'État judiciaire. En effet, il y a coup d'État judiciaire lorsqu'il est absent du procès, du débat judiciaire, le devoir d'impartialité du juge. Il y a coup d'État judiciaire lorsqu'il est absent du débat, le respect de la procédure et le respect de la loi. Il y a enfin coup d'État judiciaire lorsqu'il est absent du procès, le débat sur le devoir de juger en toute éthique
courage, en toute conscience, en toute impartialité, avec force morale et engagement. Ce sont ces principes et ces valeurs qui permettent à chacun de nous de croire à la justice sociale. Et ce sont ces principes et ces valeurs qui permettent à chaque condamné d'exécuter sans sentiment d'arbitraire la sentence à laquelle il est condamné. Pour toutes ces raisons, j'associe ma voix pour souhaiter à toutes ces personnes dont le sort a été décidé par le tribunal militaire du Niamey un bon combat judiciaire, puisque le combat n'est pas encore terminé. Je leur souhaite une bonne résilience. Je leur souhaite un bon courage. Et sur ce, je voudrais appeler tous les esprits libres, tous ceux qui sont épris de justice et de vérité, à mener et à les aider pour porter ce combat jusqu'à son terme. Je vous remercie.